on cherche tous une famille. Et c'est vrai que bien que j'ai été affectionné par ma mère, par mon père, par mes frères et sœurs, j'ai jamais pu trouver ma place. Je sais pas, il manquait quelque chose. Et puis bon, cette vie dans les cités, que du béton partout. On peut pas se projeter dans ce monde. Il y a comme je sais pas, un rejet de la naissance, une incompréhension pour qu'on se trouve dans ce contexte, quoi. On se voit pas évoluer. Et je pense que c'est ça qui a déclenché cette recherche d'une vie de gang, d'une autre famille. Je le pense sincèrement. C'est ce que j'ai un petit peu expliqué dans d'autres vidéos, quoi. Et c'est vrai que, bon, quand on arrive dans une vie de gang, on veut fortement cette famille. Et on idéalise, on se projette quelque part, on projette quelque chose de parfait sur l'imparfait. C'est toujours un peu ça, parce que on cherche cette perfection, hein. C'est inévitable. Mais bon, naturellement, il n'y a rien de parfait. Et c'est vrai que quand je suis parti de ce gang skinhead, j'ai perdu finalement ce que je pensais être ma famille et mes amis. On m'a traité de fou, on m'a traité de traître quelque part, quoi. Donc c'est imparfait aussi, hein. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était un moment où on traînait, c'était plusieurs bandes regroupées quelque part, c'est la bande de Saint-Michel, la bande de Tolbiac, il y avait même parfois des personnes de Bon Sergent comme Couscous ou Gilles par exemple. Et c'est vrai que c'est une époque où il y avait vraiment des sacrés skinheads, quoi. Des gens comme le Tyran, Bruno de Tolbiac, Nono, Pascal, Tintin, Brochet, Bat, Sniff, Régis Duhavre, Éric Duhavre, Porky, bon, beaucoup de skinheads qui assuraient, quoi. Et puis, je me rappelle, avec le Tyran, Bruno, on traînait rue d'Assas dans un bar particulièrement, qui s'appelait le Lufac. Et c'est vrai que à cette époque-là, le Tyran, il se faisait entraîner par un sacré professeur de boxe qui s'appelait Alexandre Chabanis, qui avait une 50aine d'années, quoi, qui avait fait l'Algérie, quoi. Vraiment vraiment le gros dur, quoi. Genre mafieux un peu, mais qui faisait de la politique. C'est le genre de gars, il t'en mettait une, t'allais à l'hosto, quoi. Vraiment, il assurait vraiment. C'était carrément l'entraîneur de la carrière. Ça a été l'entraîneur de la carrière. Donc voilà, c'est vraiment du lourd, quoi. Et puis ce gars-là, petit à petit, il a tapé l'incruste dans le groupe, quoi. Et je sais qu'on a fini tous par faire de la boxe, quoi, tous les quelques personnes qui traînaient au Lufac, quoi, comme Bruno de Tolbiac, moi, Gilles de Bon Sergent, par exemple. Et c'est vrai que la boxe, ça te met une patate, quoi, d'enfer, quoi. Je me rappelle, je me sentais comme je sais pas, voler dans le ciel tellement que j'avais la pêche, quoi. J'en faisais beaucoup et j'adorais ça, quoi. Et puis aussi, comme j'étais un bagarreur de rue, automatiquement tout ce que j'apprenais sur le ring, je le mettais en pratique dans la rue. Donc quand tu mets une patate et que tu vois un gars tomber, quelque part ça te plaît, quoi, hein. Et je sais qu'à cette époque-là, on avait tellement une bonne comment dire, utilisation des points, que quelque part on avait même délaissé le Doc Martens à coque, hein, pour mettre des baskets, quoi, hein, tellement qu'on avait une bonne assurance, quoi. Mais voilà, ce gars-là, un jour, donc, faut savoir que quand t'es voyou, tu penses jamais te faire manipuler, quoi. Tu te dis, tu te sens invincible, etc. Personne ne peut avoir le dessus sur moi. Et puis ce gars-là, il était vraiment super intelligent, il avait un certain charisme. Et puis il a commencé à me parler, à nous parler. Moi, il me disait, mais regarde-toi,
Qu'est-ce que tu fais là? T'es là avec un drapeau français, tu te penses nationaliste, qu'est-ce que tu fais? Tu bois de l'alcool, tu tapes sur des gens dans la rue, tu voles les gens, tu mets la zizanie, tu crois que c'est ça un bon français? Et quelque part, t'es pris au jeu, quoi. Parce que tu es là en train de vouloir jouer au bon français, tu vois, mais en fait tu fous simplement la zone dans le pays, tu vois. Tu es juste, voilà, un problème, quoi. Et donc à un moment, tu es bien obligé d'admettre que tu as en face de toi quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il connaît, avec toi tu comprends rien, tu n'as jamais rien compris, tu es juste un gars de cité qui joue au facho, au nationalisme, mais qui connaît rien finalement. Et donc, quelque part, tu te fais endoctriner parce que le gars, il te prenne par des bonnes paroles. Et voilà, moi j'ai un parti, je l'ai créé pour vous, c'est votre parti, c'est pas le mien, etc., etc., etc. Et finalement, tu te retrouves à distribuer des tracts pour un truc, alors ça s'appelait Révolte Occident, toi, pour un truc, finalement, t'adhères pas vraiment, tu sais même pas ce que tu fais parce que t'es tombé sur un gars, que tu, voilà, qui est comme un père, quoi, qui s'est un petit peu imposé comme un père, et naturellement, tu veux pas passer pour un débile mental, quoi, quelqu'un de bête et méchant, etc. Donc tu suis la mouvance, et puis tout le monde est embarqué là-dedans. Et bon, il faut savoir que dans des bandes, tu as toujours des grosses têtes, tu as toujours des gens qui veulent être des chefs. Alors à notre époque, il n'y avait pas de chef, toi. Mais tu avais des gens comme Bat, par exemple, qui voulaient toujours... On sentait que c'est des gars qui avaient la grosse tête et qui voulaient être des chefs, mais c'était pas possible à cette époque-là avec des gars comme nous, quoi. En plus, tout le monde assurait, quoi, voilà. Et donc, mais ces gars-là, ils se repèrent, quoi. Et lui, il l'avait repéré. Il s'est dit, ce gars-là, il faut que je le vire, c'est normal. Tu vois. Et donc, un jour, il est arrivé avec un canard, un journal, il l'a mis sur la table, il dit, regardez. Oh bon, on prend le canard. Et c'était marqué, donc un gars de du groupe, quoi, je dirais pas le nom, parce que c'est pas le but de descendre une personne. Et c'est des gars que j'ai respectés avant, donc. Et c'était marqué que cette personne, elle s'était sortie de son procès parce que son avocat avait prouvé qu'elle avait des origines juives. Et là, c'était le truc de dingue, c'était comme une bombe, parce que ce gars-là, il prêchait la race aryenne, la race blanche, le truc vraiment, même antisémite, de temps en temps, les croix gammées, tout ça. Donc on a halluciné, on se dit, mais ce gars-là, c'est quoi? C'est un mytho, c'est un faux, c'est un flic, c'est quoi? Et là, il nous a embourbé là-dedans, quoi. Et donc on s'est vu, quelque part, à rejeter cette personne, qui est aujourd'hui super connue, quoi, toi. Et donc, cette personne, elle est partie, ça a créé deux groupes. Donc dans un groupe, avec cette personne, il y avait Porky, il y avait Sniff, il y avait Régis du Havre, Éric du Havre, Porky, voilà. Dans ce groupe, il y avait Bat, bien sûr. Et dans l'autre groupe, il y avait moi, le tyran, Bruno de Tolbiac et d'autres, quoi. Et donc, ça s'est séparé, quoi. Il a réussi à nous séparer. Alors, il n'y a pas eu de bagarre des deux groupes, parce que il y avait des gars qui assuraient autant, donc ça s'est pas rentré dedans, quand même, mais ça s'est séparé. Et donc ça a été un moment vraiment différent, parce que c'était une époque, juste avant, on vivait toujours dans la rue. Et là, on s'est retrouvé un petit peu plus facho, intello, quelque part. Alors que moi, je n'étais pas du tout intello, je ne comprenais pas grand-chose, tout ça. Et puis, bon, on s'est mis à rencontrer, à être invité dans des soirées comme ça, d'extrême droite, un petit peu, Et puis, je sais que moi, je tombais sur des gars, et ils me disaient des trucs, sur quelque part la déportation et tout ça, ça me choquait, quoi. Ça me choquait, parce que dans le groupe où j'étais, on parlait pas de trucs comme ça à ce point-là, quoi, et là, ça me choquait. Alors, comme tu t'es identifié quelque part à un groupe, que tu es un skinhead, que tu es bête et méchant, etc., tu dis rien quelque part. Mais ça me choquait, quoi. Et à un moment, j'en ai eu marre, quoi. Ça m'a pris la tête, de me retrouver avec des personnes comme ça, qui étaient des gens qui étaient riches, Moi, j'étais un prolétaire, et puis c'était pas la même nature de personnes, de discussion, et quelque part, c'était comme un drap avec une tache, c'était bizarre, Donc, je suis reparti dans l'autre groupe. Mais c'est pour vous dire que finalement, c'est bien imparfait, toutes ces soi-disant de famille, parce qu'on peut se faire influencer, là, comme se faire, quelque part,
influencer et tu peux finalement rejeter soi-disant des amis que tu as fait tellement de batailles, etc. Tu vois. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, comment je vois la famille aujourd'hui, moi qui suis, voilà, moi qui vis en communauté. La différence avec la vie spirituelle, c'est que dans une vie spirituelle, on a une introspection à l'intérieur et on peut voir quelque part le joyau en nous, la beauté en nous. Et automatiquement, cette beauté et cette vision qu'on a avec une vie intérieure, elle se reflète sur les autres. Donc, dans une vie normale, on reste avec les gens parce qu'ils nous apportent quelque chose. Et quand, par exemple, ils nous trichent, ça devient des ennemis. Et en proportion qu'ils nous trichent, en proportion qu'on les a aimés, quand ils nous quittent, on les hait. C'est souvent comme ça. L'amour est imparfait. Mais dans la vie spirituelle, c'est vraiment différent. Quand quelqu'un vous triche, vous apprenez à pardonner. Vous comprenez que ce n'est pas la personne réellement qui vous triche, c'est ce qui recouvre la personne. Parce que vous-même, quand vous méditez, vous pouvez voir des choses qui sont étrangères à vous-même. Et puis vous identifier à la colère, à la concupiscence, à la folie, l'avidité et toutes ces choses. Et bien de la même manière, à travers la famille spirituelle, on peut dépasser ses limites parce qu'on peut comprendre la perfection des gens. Et on peut pardonner ce qui est temporaire, ce qui n'est pas vrai. Et de cette manière-là, les uns avec les autres, on progresse. C'est pour ça que moi, je crois maintenant dans la vie de famille, vraiment. J'y crois vraiment parce que je l'expérimente. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas partir, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas commettre une erreur, etc. Mais elle se solidifie et elle nous permet de devenir toujours meilleurs. Et c'est ça la différence entre une famille matérielle, quelque part, un gang, et une communauté qui est finalement le même principe. Ça veut dire qu'on forme à travers un idéal, un groupe. Mais il y en a un qui ne peut pas durer et qui ne dure pas et qui s'éclate un jour, etc. Et il y en a un qui peut durer et finalement s'épanouir complètement et nous épanouir, quoi. Et bon, je voulais faire cette comparaison aujourd'hui. Voilà, salut.